mercredi, le 10 mai 2017, une petite banlieue, dans un quartier tranquille. À 15h30 se terminait le dernier cours à l'école municipale de Church Lane. James Walsh, âgé de 16 ans, quitta le bâtiment par l'entrée principale et prit le chemin habituel vers sa maison. De l'école jusqu'à chez lui, il y avait un peu plus d'un demi-kilomètre à vol d'oiseau. James parcourait ce trajet quotidiennement en exactement 8 minutes. Il arrivait toujours exactement à la même heure, à 15h38. Mais ce jour-là, quelque chose tourna mal. À 15h42, une caméra de surveillance d'un magasin filma James pour la dernière fois. Il passa devant la vitrine, tourna au coin et disparut. L'étrange était que la caméra suivante, installée au carrefour de Church Lane à seulement 100 mètres du magasin, n'enregistra plus James. La caméra fonctionnait parfaitement, ce qu'une vérification ultérieure confirma. Ce qui se passa dans les 2 minutes où James disparut du champ de vision de la première caméra et n'apparut pas sur la seconde devint l'énigme centrale de cette affaire. Vers 16h, à 50 mètres de la maison des Walsh, la police trouva le cahier de James. Le cahier était vide, sans aucune inscription. La couverture était mouillée. À 15h50, il avait commencé à pleuvoir légèrement. Cela signifiait que James n'avait pas atteint sa maison et que le cahier n'était pas tombé immédiatement sur l'asphalte. La mère de James, Margaret Walsh, réagit étrangement rapidement à la disparition. Elle déposa la déclaration de disparition à la police dès 16h05, seulement 23 minutes après que son fils eût été filmé pour la dernière fois par la caméra du magasin. Dans de tels cas, les parents attendent normalement plusieurs heures avant de paniquer. Pourquoi Margaret n'avait-elle pas attendu? La voisine, Mary Price, communiqua un détail important à la police. 10 minutes avant que l'objet de James ne soit trouvé, une camionnette blanche sans plaque d'immatriculation se trouvait devant la maison des Walsh. Personne n'avait reconnu le conducteur. La police commença par la piste la plus évidente. Une personne qui était récemment apparue dans le quartier. C'était Daniel Burke, un ancien détenu qui s'était installé à la périphérie de la petite ville après sa libération de prison. Il travaillait comme ouvrier occasionnel, réparait des maisons et utilisait souvent une vieille camionnette blanche, presque identique à celle que la voisine avait vue. Daniel attira rapidement l'attention des forces de l'ordre. Les enquêteurs poursuivirent également une seconde théorie. Au volant de la camionnette blanche pourrait se trouver un conducteur inconnu qui n'avait aucun lien avec Burke. Il n'y avait cependant encore aucun témoin qui aurait pu confirmer ou infirmer cette théorie. La police trouva la camionnette de Daniel Burke près de son logement provisoire sur un terrain de camping abandonné à la périphérie de la ville. Sur la base d'un mandat de perquisition officiel, la police saisit et examina minutieusement le véhicule. À l'intérieur se trouvait une corde militaire et une paire de gants de travail. La corde éveilla les soupçons, mais il n'y avait pas encore de preuves directes contre Burke. Le soir du même jour, la police reçut un enregistrement vidéo du parking d'un supermarché. Les images montraient la camionnette blanche de Burke qui s'y trouvait à 15h40. Le parking se situait à 2 km de Church Lane. Au moment où James disparut de son trajet, la camionnette de Burke ne pouvait donc physiquement pas se trouver près de la maison des Walsh. Cela disculpa partiellement l'ancien détenu, mais ne lui fournit pas encore un alibi complet. L'enquête piétina. L'affaire prit un tournant inattendu et ambigu. 2 jours après la disparition de James Walsh, la police n'avait toujours pas de clarté dans l'affaire. L'attention des enquêteurs se porta sur la personne de Daniel Burke, l'ancien détenu qui s'était récemment installé dans la région et était immédiatement tombé sous les soupçons. Malgré son alibi confirmé, la police décida d'examiner plus attentivement sa biographie et de vérifier chaque détail de sa vie avant de le rayer définitivement de la liste des suspects.
D'abord, les agents procédèrent à un nouvel interrogatoire. À la question de savoir pourquoi il se trouvait dans cette région et ce qu'il avait fait le jour de la disparition de James, Burke répondit sans hésiter. Entre 15h30 et 16h, il avait réparé le toit du pub Black Boar, qui se trouvait à environ 2 km de la maison des Walsh. C'était facile à vérifier. La police obtint un enregistrement vidéo de la caméra à l'entrée du pub. L'heure sur l'enregistrement correspondait à la déclaration de Burke. Sur les images de 15h37 à 15h55, Daniel Burke était clairement visible travaillant sur le toit du bâtiment. Le propriétaire du pub confirma ces informations et présenta une attestation de travail signée. Les doutes sur les paroles du suspect commencèrent à s'estomper. Mais il restait une autre possibilité. Burke aurait-il pu parcourir les 2 kilomètres jusqu'à la maison des Walsh sans être remarqué et revenir au travail? La police obtint l'accès aux données de la compagnie d'assurance qui avait installé un traceur GPS pour surveiller les trajets dans la camionnette de Burke. Cette technologie était déjà largement répandue en 2017 et était activement utilisée par les entreprises pour contrôler les véhicules de service. Les données GPS correspondaient complètement à l'enregistrement vidéo. La camionnette ne s'était pas déplacée de 15h20 à 16h10, ce qui signifiait que Burke n'aurait physiquement pas pu parcourir l'aller-retour nécessaire en si peu de temps. Factuellement, l'alibi de Burke était devenu indéniable. Mais il y avait encore une question qui fit naître des doutes chez les enquêteurs. Lors de l'examen de la camionnette, la police avait trouvé une corde militaire. Compte tenu du passé criminel de Burke, la présence d'un tel objet semblait suspecte. Il l'expliqua cependant très simplement et calmement. Il s'était déjà occupé d'escalade sportive pendant sa détention. D'abord, les policiers prirent cette déclaration avec scepticisme, mais lors d'une vérification, ils trouvèrent effectivement des photos et des archives confirmant des compétitions d'escalade en prison. La corde était un équipement sportif. Ce détail raya définitivement la corde de la liste des preuves suspectes. Cependant, une nouvelle piste émergea pour les enquêteurs qui nécessitait une explication. Les policiers regardèrent encore une fois attentivement l'enregistrement du parking du supermarché sur lequel on voyait la camionnette blanche. Maintenant que l'alibi de Burke était définitivement confirmé, les détectives voulurent s'assurer que Daniel était bien lui-même au volant de la camionnette. L'enregistrement vidéo était clair, et les enquêteurs purent s'y reconnaître un homme qui descendit de la camionnette à 15h42. L'homme sur l'enregistrement ne ressemblait en rien à Daniel Burke. Taille différente, corpulence différente, une façon complètement différente de se déplacer. L'homme était visiblement nerveux, regarda autour de lui puis quitta le parking à pied, laissant la camionnette là jusqu'au soir. Un conducteur inconnu était apparu. Ce fait inquiéta immédiatement la police. À qui appartenait alors la camionnette si elle se trouvait loin de Burke au moment de la disparition de James? Les détectives décidèrent de poursuivre cette ligne d'enquête et d'exclure Burke pour l'instant comme auteur direct. Burke fut libéré sous condition de ne pas quitter la ville, mais la police n'était pas encore prête à le retirer complètement de son cercle d'intérêt. Sa personnalité, son passé criminel et sa présence dans la région étaient et restaient une raison de vigilance pour la police. Entre-temps, les enquêteurs décidèrent d'élargir le rayon de recherche. Le conducteur inconnu devint maintenant la figure centrale d'une nouvelle phase d'enquête, et les policiers commencèrent sérieusement à réfléchir s'ils avaient négligé un détail important dans l'entourage de James. Daniel Burke passa au second plan. L'enquête se concentra sur ce qui semblait impossible. L'entourage proche de James Walsh. Le regard des détectives revint à la maison de Church Lane, où vivait Margaret Walsh. Sa réaction inhabituellement rapide à la disparition de son fils nécessitait maintenant un examen attentif. Les détectives de police commencèrent à vérifier les comptes bancaires de la famille. L'examen d'un relevé de compte obtenu par une demande officielle en ligne apporta un résultat inattendu.
En janvier de la même année, Margaret avait transféré une somme assez élevée, environ 4 800 livres, sur le compte d'une entreprise de construction privée qui s'occupait de petites réparations dans les espaces résidentiels. Pour une famille aux revenus modestes, cette somme était considérable. Il n'y avait pas de mention antérieure d'une telle rénovation dans la maison des Walsh. Cela éveilla la méfiance des enquêteurs et la nécessité d'interroger l'entrepreneur. En même temps, les policiers parlèrent avec le prêtre de l'église locale Saint-Patrick, que la famille visitait régulièrement le dimanche. Un autre détail étrange fut révélé. 1 mois avant la disparition de James, Margaret Walsh lui avait demandé les clés de la réserve de l'église. Elle prétendait en avoir besoin pour des œuvres de charité, mais l'église ne reçut aucun rapport de tels événements ou dons de la part de la famille. Les clés furent rendues après quelques jours, mais le prêtre ne remarqua aucune activité dans la réserve. Le but pour lequel les clés avaient été empruntées resta inconnu. Les enquêteurs soupçonnèrent que Margaret pourrait préparer une cachette ou une pièce secrète dans sa propre maison. Pour confirmer ou infirmer cette version, la police s'adressa directement au propriétaire de l'entreprise de construction qui avait reçu le virement d'argent. L'entrepreneur confirma qu'il avait effectivement effectué des travaux dans la maison des Walsh. Sa déclaration contenait des détails techniques secs. La rénovation avait été commandée pour une petite chambre dans le sous-sol de la maison. L'entrepreneur expliqua que la cliente avait insisté sur une insonorisation complète de la pièce, l'installation d'une serrure supplémentaire à la porte et le renforcement des murs. Margaret avait personnellement supervisé l'avancement des travaux et payé toute la rénovation en espèces. L'entrepreneur présenta également des photos du processus. Des ouvriers perçaient les murs et installaient des panneaux insonorisants. Pourquoi une si forte insonorisation était nécessaire ? Margaret ne le lui expliqua pas, et il ne jugea pas nécessaire de poser des questions. Ainsi, les policiers obtinrent la confirmation que la rénovation secrète avait effectivement eu lieu. Margaret l'avait manifestement cachée aux voisins et connaissances et avait essayé de ne pas attirer d'attention inutile. Dans ce contexte, une version alternative émergea. Un des enquêteurs exprima l'hypothèse que James pourrait avoir disparu volontairement à la demande de sa mère. La raison d'un tel scénario pourrait être les dettes de la famille, les procédures judiciaires et les disputes patrimoniales après le divorce de Margaret et de son ex-mari, le père de James. Il fut supposé que Margaret pourrait avoir caché James dans un endroit sûr pour obtenir un avantage dans la bataille pour la garde, en présentant son fils comme disparu. Les enquêteurs commencèrent à vérifier cette hypothèse. Il s'avéra cependant presque immédiatement que dans les 4 jours depuis la disparition, aucun mouvement d'argent ou tentative de quitter la ville n'avait été entrepris. James n'était apparu nulle part, n'avait contacté aucun ami, n'avait utilisé aucune carte bancaire et n'avait pas contacté sa mère. La version d'une disparition volontaire devenait moins convaincante à chaque heure de vérification. La décision finale de retourner à la maison de Margaret et d'examiner plus minutieusement le sous-sol fut prise le matin du 14 mai. Lors de l'examen de la pièce du sous-sol, un technicien criminel remarqua un mur dans la partie arrière de la chambre. La surface semblait suspecte, fraîche et lisse, et se distinguait nettement des autres murs du sous-sol. Les experts judiciaires examinèrent soigneusement la couche de plâtre. En dessous, ils découvrirent une cavité, une niche d'environ 55 sur 90 cm, soigneusement camouflée et fermée par une nouvelle couche de matériaux de construction. Le contenu de la niche ne fut pas encore ouvert car ils attendaient une autorisation spéciale, mais il était déjà évident que quelque chose s'y était clairement trouvé auparavant. C'était indiqué par de nombreuses rayures sur les parois internes de la niche, qui rappelaient des traces d'ongles ou d'autres objets avec lesquels on avait tenté d'endommager la surface de l'intérieur. Le caractère des traces suggérait plutôt une contrainte qu'un séjour volontaire. Cette découverte changea drastiquement le cours de l'enquête et incita les enquêteurs à des mesures encore plus déterminées.
pendant que les techniciens criminels sécurisaient chez les traces que trouvaient, les policiers préparaient l'interrogatoire de Margaret et d'autres membres de la famille pour comprendre qui d'autre pouvait connaître cette pièce et à quelle fin elle était destinée. Il y avait de moins en moins de raisons de croire que la disparition de James était volontaire. La tâche principale consistait maintenant à clarifier le sort de celui qui avait pu se trouver dans la niche camouflée. Margaret elle-même se comportait calmement et froidement lors de l'examen du sous-sol et ne montrait aucune émotion. La police documentait déjà soigneusement depuis plusieurs jours chaque détail du sous-sol énigmatique dans la maison de Margaret Walsh. Le mur avec la niche camouflée devint le point le plus important de l'enquête. Il était évident que les secrets de la famille étaient plus profonds que même les détectives les plus expérimentés ne l'avaient supposé. Après clarification de toutes les formalités, il fut décidé de démolir complètement le mur. Sous la fine couche de plâtre qui dissimulait la niche, on découvrit un couloir étroit d'environ 4 mètres de longueur. L'espace était étouffant et faiblement éclairé. Au bout de ce couloir, les policiers virent une lourde porte en acier qui était équipée d'un verrou massif de l'intérieur. Le fait que la serrure de la porte se trouvait du côté intérieur troubla les enquêteurs. Cela aurait pu signifier que la personne qui s'y trouvait pouvait contrôler elle-même son séjour, mais bientôt les techniciens criminels remarquèrent un détail décisif. À l'extérieur de la porte était fixé un étrier métallique qui limitait son mouvement. Ce détail excluait complètement un séjour volontaire dans la pièce. Entre-temps, un nouveau témoin se manifesta, dont la déclaration pourrait devenir un élément important dans l'enquête. C'était le livreur Amar Choudhry, qui s'adressa de lui-même à la police après avoir entendu aux nouvelles des détails sur la disparition de James. Amar raconta qu'il avait apporté une commande de nourriture à l'entrée arrière de la maison de Church Lane le soir du 16 mai. Selon ses mots, pendant qu'il attendait à la porte, il entendit de l'intérieur de la maison la voix faible d'un adolescent qui demandait de l'eau. Le livreur prétendit avoir frappé à nouveau, mais seule Margaret Walsh avait ouvert la porte, pris la commande rapidement et sans un mot, puis refermé immédiatement la porte. Mais bientôt, Amar commença à douter de ses propres mots. Dès le second interrogatoire, qui eut lieu quelques heures plus tard par les détectives, le livreur exprima des doutes et supposa que le bruit pouvait provenir de la télévision ou de la radio. Cette confusion obligea la police à consacrer du temps supplémentaire pour vérifier toutes les sources sonores dans la maison. Malgré l'incertitude dans la déclaration du livreur, sa déclaration initiale incita les enquêteurs à accélérer l'examen de la cachette trouvée. Le soir du 18 mai, après des heures de préparation, les techniciens criminels commencèrent à ouvrir la lourde porte en acier au bout du couloir étroit. Sous surveillance policière, après des tentatives infructueuses d'ouvrir la porte autrement, il fut décidé de forcer le mécanisme de fermeture. La porte céda difficilement, et derrière ils trouvèrent James vivant. James, âgé de 16 ans, était amaigri, semblait désorienté et extrêmement affaibli, mais était capable de répondre à quelques questions des détectives dans un murmure. Il était allongé sur un matelas fin directement sur le sol en béton. L'espace intérieur était étroit et sombre. Au sol autour de lui se trouvaient d'étranges objets qui avaient manifestement une signification cérémonielle. Une Bible ouverte, 2 bougies, des bagues dorées et des rubans de tissu soigneusement placés à côté. James n'expliqua pas le but de ces objets, mais répéta seulement d'une voix faible la même phrase. Maman a dit que cela devait être ainsi. Malgré l'épuisement évident et les signes d'un long séjour en isolement complet, James était vivant et ne se trouvait pas en danger immédiat. Il fut rapidement remis aux médecins qui attendèrent à proximité. Entre-temps, la police commença à documenter et examiner soigneusement tout le contenu de la pièce.
La Bible ouverte était marquée d'un ruban sur une page avec un passage de l'Ancien Testament sur l'alliance et les promesses. Les bougies étaient consumées à moitié, ce qui indiquait leur utilisation pendant plusieurs jours. Les bagues semblaient neuves et inutilisées, mais leur présence suggérait quelque chose de plus complexe qu'une simple séquestration. Les policiers soupçonnèrent que les objets trouvés pouvaient indiquer un rituel ou une cérémonie qui devait avoir lieu, mais qui ne fut pas menée à son terme. L'enquête devait changer de direction à ce moment. La séquestration évidente de l'adolescent et son état physique ne laissaient aucun doute que les actions de Margaret étaient clairement illégales. Margaret Walsh fut immédiatement arrêtée pour interrogatoire ultérieur. À cette époque, les voisins de la maison de Church Lane commencèrent à parler activement avec les policiers et à confirmer qu'ils avaient remarqué un comportement étrange de la famille Walsh ces derniers mois, arrivées tardives, nocturnes de voitures inconnues, voix étouffées et chuchotements, bruits de chants étouffés qui venaient de la maison à des heures inhabituelles. Ces détails renforcèrent les soupçons de la police que le motif du crime était bien plus compliqué qu'il n'avait d'abord semblé. Mais malgré le progrès évident dans l'affaire, la police n'oublia pas l'énigme initiale de la camionnette blanche. L'identité du conducteur inconnu qui avait été filmé par la caméra du supermarché restait toujours non élucidée. Les enquêteurs avaient l'intention de rassembler tous les fils et de découvrir comment exactement cet homme pouvait être lié au mystère que cachait la famille Walsh. Maintenant, la police était face à la tâche difficile de comprendre le vrai sens de ce qui s'était passé dans la maison de Church Lane. Les enquêteurs se préparaient à ce que cette affaire puisse révéler des secrets bien plus sombres et profonds que ceux qui étaient visibles en surface. La coupable était Margaret Walsh, la mère de James. Devant le tribunal, elle avoua complètement sa culpabilité et confirma tous les détails de l'enquête. Ses mots sonnaient calmes et clairs, mais dans la salle régnait un silence glacial. Margaret raconta que l'idée de la pièce secrète lui était venue après son divorce difficile. Elle avait peur de perdre son fils, qu'elle considérait comme la seule personne proche qui lui était restée après la séparation d'avec son mari. Par les visites régulières à l'église et la tentative de trouver du réconfort dans la foi, Margaret déforma au fil du temps de plus en plus les conceptions religieuses et les remplaça par des peurs personnelles et des pensées obsessionnelles. À un moment donné, elle crut que la seule façon de garder son fils pour toujours avec elle était de réaliser une cérémonie spéciale qu'elle avait elle-même inventée et notée dans son journal intime. Les policiers saisirent le journal personnel de Margaret Walsh le matin du 19 mai. Le journal était rempli d'inscriptions soignées, parmi lesquelles ces mots étaient clairement lisibles. « Seule une alliance nous protégera pour toujours ». Cette phrase était soulignée plusieurs fois. À côté se trouvaient des dates et des notes sur les préparatifs nécessaires. Les enquêteurs établirent que Margaret s'y était préparée à l'avance et que la cérémonie n'était pas un hasard, mais un événement soigneusement planifié. Des reçus de boutiques en ligne payés par le système populaire MedPay jouèrent également un rôle dans l'affaire. Sur les reçus étaient inscrits des bagues dorées et une nappe en dentelle qui avait été commandée plusieurs semaines avant la disparition de James. Ce fait indiquait clairement que le rituel était planifié avec un soin particulier et longtemps à l'avance. Finalement, l'identité du mystérieux conducteur de la camionnette blanche qui avait été filmée par les caméras près du supermarché fut également élucidée. Il s'avéra qu'il s'agissait d'un simple ouvrier embauché qui livrait régulièrement des matériaux de construction et des meubles pour des commandes privées. Le conducteur avait été engagé par Margaret par une annonce publiée sur Internet. Le paiement se faisait exclusivement en espèces. Tous les détails de l'affaire furent trouvés par les enquêteurs dans l'historique des conversations WhatsApp que la police avait officiellement obtenues dans le cadre de l'enquête. De plus,
une vérification des registres de l'Église et des procès-verbaux de la communauté fut effectuée. Malgré ses visites régulières, le prêtre n'avait aucune idée de ce que Margaret planifiait. Il s'avéra qu'elle avait fait faire une copie des clés de l'Église à son insu. Il n'y avait aucune preuve de ses intentions ou actions chez le prêtre ou les membres de la communauté. Le dernier procès eut lieu en décembre 2017. À cette époque, James était physiquement complètement rétabli, mais son état émotionnel nécessitait, comme le confirmèrent les psychologues, une observation sérieuse continue. Dans la salle d'audience, Margaret conservait une distance froide et semblait presque apathique. Quand le juge lut la version complète des événements, beaucoup dans la salle détournèrent le regard. Au moment du prononcé du verdict, Margaret se tourna soudainement vers James et tenta de lui parler, murmurant quelques mots incompréhensibles et tendant ses mains vers lui. James, qui était assis au premier rang près de son père et d'un psychologue, se détourna de sa mère sans dire un mot. Ce geste fut le dernier point après lequel Margaret montra finalement des signes d'abattement et fut contrainte au silence. Le verdict fut sévère et sans équivoque. Le tribunal condamna Margaret Walsh à 15 ans de prison et souligna la cruauté particulière et la préparation minutieuse du crime. De plus, il fut établi qu'après les 3 premières années de détention dans une prison ordinaire, elle devrait être transférée dans un établissement psychiatrique de sécurité moyenne pour recevoir un traitement obligatoire. Après le prononcé du verdict, James Walsh quitta la salle accompagné de son père et d'un psychologue. À la sortie, il ne parla pas aux journalistes, resta silencieux et semblait fatigué. Malgré la conclusion de la procédure judiciaire, de nombreux détails de cette histoire restèrent sujets de discussion parmi les experts et dans le public. Certains qualifièrent les actions de Margaret comme le résultat d'un trouble mental profond et d'une déformation fanatique des conceptions religieuses. D'autres penchèrent pour la version d'un comportement manipulateur et d'une vengeance consciente contre l'ancien conjoint. Malgré tous les détails révélés par les enquêteurs et le tribunal, certaines questions restèrent officiellement sans réponse et laissèrent un arrière-goût désagréable d'incertitude et de malaise. Néanmoins, l'essentiel dans cette affaire était définitivement conclu. James était vivant et retournait à une vie normale, et la coupable fut punie selon la loi. Dans la petite ville où ce crime eut lieu, les événements inhabituels et les circonstances de cette affaire furent longtemps discutés. La communauté ecclésiale locale révisa les règles d'accès aux locaux de l'église, et les voisins devinrent un peu plus attentifs les uns aux autres, conscients que le mal peut se cacher même derrière les murs d'une maison tout à fait ordinaire. Ce fut un de ces cas rares où la justice non seulement punit le coupable, mais révéla aussi d'importantes et terribles vérités sur ce qui peut parfois se cacher derrière la façade d'une vie tranquille et paisible d'une famille ordinaire. Le 2 décembre 2018 a disparu sans laisser de traces une jeune femme appelée Grace Millen, qui était en voyage aux États-Unis. Elle a été vue pour la dernière fois entrant dans la chambre numéro 308 avec son petit ami, et après cela, personne ne l'a plus vue. Cette disparition a déclenché une enquête policière à grande échelle, où l'analyse des enregistrements de caméras de surveillance a mené à des découvertes choquantes qui ont laissé perplexes même des enquêteurs expérimentés. Grace avait toujours rêvé depuis l'enfance de voyager à travers le monde, et grâce au travail acharné et au soutien de ses parents, David et Gillian, elle a réussi à le réaliser. Elle a obtenu son diplôme à l'université Lincoln dans le cours de publicité et marketing avec distinction, prouvant ainsi qu'elle pouvait atteindre ses objectifs. En plus des études, Grace était artistiquement talentueuse, passionnée par la musique et la peinture, et ses tableaux se distinguaient toujours par leur expressivité et leur profondeur spéciale. Le père de Grace, fier de ses succès, a promis de financer un voyage de rêve comme reconnaissance pour sa dévotion et son talent. Ainsi, le rêve d'un voyage autour du monde qui semblait si distant pour beaucoup de ses pairs et même pour des adultes avec un emploi fixe, est devenu réalité pour Grace grâce à ses efforts
et au soutien de sa famille. Pour David Milon, un entrepreneur connu, il n'était pas difficile de faire un tel cadeau à sa fille. Grâce à sa carrière réussie, sa fortune était estimée à 1 million de livres. Grace prévoyait d'entrer dans l'entreprise de son père après l'obtention de son diplôme universitaire et d'aider au développement de l'entreprise. Mais avant de plonger dans le monde des affaires et la vie adulte, elle voulait réaliser son rêve, faire un voyage autour du monde. Et ce moment était arrivé. Elle a décidé de commencer son aventure en Amérique du Sud et a choisi le Pérou. Grace partageait chaque étape de son voyage sur les réseaux sociaux, commençant par une vidéo de l'aéroport de Heathrow à Londres, dans laquelle elle annonçait son départ pour le Pérou. Dès que Grace est arrivée à Lima, elle a immédiatement pris plusieurs photos devant des sites touristiques célèbres, avec d'autres voyageurs du monde entier. Au Pérou, elle a passé 1 mois et demi, a réussi à voir Machu Picchu, la mystérieuse cité des Incas, le lac Titicaca et le canyon de Colca, qui impressionne par sa profondeur et sa beauté et est considéré comme l'un des canyons les plus profonds du monde. À la fin de novembre 2018, elle a publié sur les réseaux sociaux une photo qu'elle a prise avec l'appareil photo de son portable à l'aéroport de la capitale péruvienne, avec la légende « Au revoir, Pérou ». Avec cela, elle signalait que sa prochaine destination était la Nouvelle-Zélande, où elle voulait passer 10 jours pour profiter de la beauté de ces lieux. D'une capture d'écran sur les réseaux sociaux, il ressort que le premier endroit impressionnant que Grace a visité en Nouvelle-Zélande était le Cap Ringo. Ce cap se trouve sur la péninsule de Bay et est le point le plus au nord du pays. Cet endroit est connu pour ses vues merveilleuses et son climat tempéré, qui attire des foules de touristes. Le lendemain de la publication, le jour 30 novembre, Grace est arrivée à Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Elle a décidé de célébrer son anniversaire là-bas, qui tombait le 2 décembre. À ce moment, Grace Milon avait 22 ans. Elle s'est installée à l'hôtel City Live et a occupé l'une des chambres confortables. Après une brève pause de sa routine quotidienne, Grace a décidé de faire une promenade. Elle maintenait un contact téléphonique quotidien avec sa famille, mais la veille de son anniversaire, le 1er décembre, elle a décidé de ne pas déranger ses parents et attendait les félicitations le lendemain. En fait, David, son père, a essayé le matin du jour 2 décembre de joindre sa fille pour exprimer ses sentiments chaleureux et ses félicitations. Mais les tentatives de contacter Grace ont échoué. Le téléphone ne donnait que la tonalité d'appel. David n'a pas abandonné les tentatives et a essayé différents numéros car Grace avait 2 cartes SIM, mais chaque tentative se terminait de la même manière, sans réponse. L'inquiétude de David et de sa femme Gillian a grandi. Et dès le lendemain, ils se sont dirigés vers le département de police d'Auckland. David a voyagé immédiatement en Nouvelle-Zélande, où il a réussi à organiser une conférence de presse avec les médias locaux et la police. Lors de la conférence de presse, il s'est adressé au public. « Je veux profiter de cette opportunité et demander à tous ceux qui ont vu ma fille ou ont parlé avec elle récemment de se manifester. S'il vous plaît, contactez-moi ou l'équipe d'enquêteurs qui recherche Grace. » Au cours des enquêtes sur la disparition de Grace Milon, la police a examiné soigneusement le matériel vidéo, tant du système de surveillance de l'hôtel que des caméras, des rues environnantes. Il est important de souligner que la vidéosurveillance urbaine est à un niveau assez élevé. L'évaluation des enregistrements vidéo a permis aux enquêteurs de tracer le chemin de Grace ce jour fatidique, le 1er décembre. De l'analyse de l'enregistrement vidéo dans le lobby de l'hôtel, il est devenu clair que Grace a quitté l'hôtel à 17h37. Grâce aux caméras dans la rue, il a été déterminé qu'elle est allée au complexe Sky City, qui se trouve à environ 400 mètres de distance. Sky City est un grand complexe qui comprend non seulement un hôtel, mais aussi un restaurant et un casino. Cette nuit-là, elle a rencontré devant l'hôtel de Grace quelqu'un qu'elle ne connaissait pas auparavant. Vers 17h47, ils sont entrés ensemble dans un bar et sont allés au comptoir pour commander des boissons. Ensuite, ils se sont assis à une table. Après 1h25, ils ont quitté le bar et 6 minutes plus tard, ils étaient déjà assis dans un café avec cuisine mexicaine.
Là, ils ne sont pas restés longtemps et après 20 minutes, ils sont allés à un autre bar, le Bluestone Room, qui était à proximité. Là, ils ont choisi une table et l'homme est allé aux toilettes tout de suite après. Grace a envoyé un message à un ami en Angleterre dans lequel elle a écrit qu'elle appréciait la soirée. Quand l'homme est revenu, ils ont continué à parler. À 21h, ils ont quitté le bar, sont allés bras dessus bras dessous à l'hôtel et semblaient ne pas être très fermes sur leurs jambes. À l'hôtel, ils sont montés au 3e étage. Le matin du jour 2 décembre, les caméras de surveillance ont montré le jeune homme seulement en t-shirt, qui voulait peut-être chercher des choses oubliées, ou le petit déjeuner. Grace n'était pas avec lui. Ce qui a mené à des spéculations sur comment s'était passée leur nuit. Peut-être voulait-il seulement acheter des cigarettes. Mais la vidéo des caméras montre comment il entre dans un supermarché et va vers des marchandises qu'on n'achète normalement pas à l'aube, à moins qu'on planifie un voyage urgent. Son attention était dirigée vers les sacs de voyage et il a choisi l'un des plus grands. Ensuite, il est allé à la caisse pour payer son achat. 10 minutes plus tard, il est retourné à sa chambre. Et 15 minutes plus tard, à 8h32, il est descendu dans l'ascenseur au rez-de-chaussée, déjà sans le sac. 3 minutes plus tard, il est entré dans un autre magasin et a payé son achat lui-même à la caisse. Cette fois, cela semblait être des produits de nettoyage et il est retourné à nouveau à la chambre. Après avoir quitté la chambre, il est descendu dans l'ascenseur au rez-de-chaussée et est entré dans une voiture. C'était un taxi qu'il avait demandé à l'avance. Plus tard, on a appris que l'homme, selon le témoignage du chauffeur, a été déposé dans une société de location de voitures. Le voyage en taxi a également été enregistré par des caméras. Dans la vidéo, on peut voir que l'homme était embarrassé. Quelque chose semblait visiblement le déranger. À 9h40, il a loué une voiture et est retourné à l'hôtel de la chaîne Life. Environ 4 heures après son retour à la chambre de Grace, il l'a quittée. L'horaire était 14h53. On pourrait penser qu'il avait fait quelque chose de terrible à Grace et prévoyait de l'emmener, mais au lieu de cela, il est allé au bar le plus proche, où il a rencontré une autre fille. Ils ont bu ensemble, ensuite l'homme a payé, et ils ont quitté le bar ensemble. L'horloge marquait 15h57. Plus 4 heures après, il est retourné à l'hôtel City Life et est monté à la chambre. Mais seulement quelques minutes plus tard, il a quitté l'hôtel à nouveau. Cette fois, il a été capturé par les caméras en train de choisir une machine de nettoyage de tapis dans un autre magasin. Ensuite, il est retourné à l'hôtel. Plus tard, vers 21h, il a été vu poussant un chariot avec 2 valises, les emmenant dans l'ascenseur au rez-de-chaussée et ensuite les chargeant dans le coffre de la voiture de location. Le jour 3 décembre, au petit matin, les caméras ont montré comment il achète une pelle dans un magasin. Sa prochaine visite fut à une laverie où il a apporté ses vêtements. À 0h09, il lave lui-même sa voiture dans une station de lavage. Le jour 5 décembre 2018, fut arrêté le local de 26 ans, Jesse Simpson. Au cours des enquêtes, on découvrit que Jesse avait rencontré Grace par Tinder et avait fixé un rendez-vous. Il déclara qu'il avait passé la nuit du 1er au 2 décembre avec elle, mais avait quitté sa chambre au petit matin et ne l'avait plus vue après cela. Naturellement, l'enquêteur attira son attention sur le fait que les caméras avaient capturé tous ses mouvements dans le complexe Sky City et demanda qu'il admette ce qui était arrivé à Grace et où était son corps. Après une brève pause, Jesse dit qu'il avait raconté tout ce qu'il savait et ne comprenait pas les accusations. L'enquêteur lui donna du temps pour réfléchir et partit avec ses collègues pour une autre enquête de la chambre de Grace. La première enquête n'avait rien révélé de suspect. Cette fois, ils décidèrent d'utiliser un moyen spécial qui révèle les traces de sang, même quand on a tenté de les enlever. Cette nuit-là, Jesse fut interrogé à nouveau quand il fut questionné sur les traces qui avaient été trouvées dans la chambre. La lumière de la substance chimique révéla des empreintes cachées de pieds nus sur le tapis qui furent photographiées. Les preuves contre lui devenaient de plus en plus accablantes. En réponse aux accusations, il commença à raconter cette nuit-là, le 1er décembre.
Après la promenade, lui et Grace seraient allés dans sa chambre, où elle aurait suggéré d'essayer quelque chose de nouveau, inspiré par 50 nuances de grès, à quoi il, bien qu'il n'ait jamais fait cela auparavant, accepta. Selon ses mots, tout se serait bien passé, et Grace se serait couchée pour se reposer, tandis que lui, se sentant mal à l'aise, s'endormit dans la salle de bain. Quand il se réveilla le matin, il aurait trouvé Grace immobile et par peur, décida d'effacer les traces sans appeler la police. Mais la police trouva des contradictions dans ses déclarations. Les conversations de Cha indiquaient qu'il avait possiblement planifié quelque chose à l'avance, sans choisir une personne spécifique, mais plutôt en visant l'acte en lui-même. Pendant les enquêtes, on apprit que Jesse Simpson avait communiqué avec une autre femme 6 mois avant la disparition de Grace Millen. Ils avaient convenu de se rencontrer début décembre, mais elle annula le rendez-vous au dernier moment pour des raisons personnelles. Cela fit que Jesse tourna son attention vers Grace. Selon les données de géolocalisation de son téléphone, il était vers 1h du matin dans les montagnes, à une distance de 15 km à l'ouest du centre d'Auckland. Une semaine après la disparition de Grace, elle fut trouvée dans la même région montagneuse, cachée dans une valise sous terre. Le jour 13 décembre fut trouvée près de ce lieu, la pelle que Jesse avait achetée le jour 2 décembre. Simpson ne se déclara pas coupable de la mort de Grace Millen, ce qui provoqua une grande répercussion publique en Nouvelle-Zélande. Le jour 10 décembre de 2018, la première ministre du pays, Jacinda Ardern, présenta des excuses officielles à la famille Milon et souligna que Grace aurait dû se sentir en sécurité. Le jour 21 février de 2020, le tribunal le condamna à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle anticipée après 17 ans. Au tribunal témoignèrent 3 femmes qu'il avait rencontrées précédemment et le décrivirent comme dominant dans les relations. Le jour 18 mars 2020, on apprit que Simpson veut faire appel de la sentence. Le procès d'appel commença le jour 6 août 2020 à Auckland. Le père de Grace, David Millen, mourut d'un cancer 1 mois avant le procès. Un soir du 20 janvier 2009, Katja Sinovjewa rentra du travail chez elle. Dans son appartement, elle trouva Maxime Glavatsky, son voisin, et son ami Djouri Mamonov, qui regardèrent des programmes télévisés et prenèrent de la nourriture après avoir passé une soirée animée. Les hommes proposèrent à Katja de goûter leur création culinaire, un plat avec des pommes de terre et des oignons dorés et délicieusement rôtis. Tout en savourant le goût exquis du plat, elle ne pouvait pas imaginer que ce dîner était connecté à un événement tragique de la nuit précédente. Maxime et Djouri lui cachèrent qu'un crime avait été commis exactement là dans l'appartement et que le plat avait été préparé avec les restes de leur victime innocente. En l'année 2009, à Saint-Pétersbourg, le cœur culturel de la Russie, vivait une fille de 16 ans appelée Karina avec ses parents dans des conditions modestes. Elle était en 11e année et s'efforçait non seulement d'apprendre excellemment, mais trouvait aussi du temps après l'école pour distribuer des prospectus, pour ne pas surcharger sa famille de demandes financières. L'amour pour l'art et la littérature occupait une place spéciale dans son cœur. Karina rêvait d'être acceptée dans la célèbre école de théâtre de Russie et ensuite de faire carrière comme actrice en Amérique. Pour réaliser ses ambitions, elle s'approfondissait dans l'étude de la langue anglaise, participait activement à la vie scolaire et dépensait l'argent gagné pour assister à des pièces théâtrales, se rapprochant de son rêve. L'amour de Karina pour l'art la mena inévitablement à une passion pour la musique, surtout le rock. Avec la possibilité de gagner son propre argent, elle devint une habituée régulière des concerts de rock. À 16 ans, elle rencontra dans l'un de ses concerts le jeune de 19 ans, Maxime, le leader du groupe pétersbourgeois Chéri, qui était connu dans certains cercles. Maxime, une personnalité brillante et excentrique, appartenait à la scène gothique, était populaire parmi les filles et malgré de nombreux cas brefs, ne cherchait pas une relation sérieuse. Karina, élevée rigoureusement, ne pouvait lui offrir que l'amitié malgré sa passion secrète. Elle s'inspirait de Maxime, écrivait des poèmes pour lui, tentait d'imiter son style et le considérait comme son ami.
Le jour 19 janvier 2009 fut un jour complètement normal pour Karina. Le matin, elle alla à l'école, puis rentra à la maison pour manger quelque chose, et ensuite alla travailler avec une amie. Le soir, elle convint avec sa mère de dormir chez une amie, sous le prétexte de travailler sur un projet d'histoire sur l'ordinateur qu'elle n'avait pas à la maison. Bien que cela ne plaisait pas à sa mère de laisser sortir sa fille, elle accepta, car elle connaissait l'attitude sérieuse de Karina envers l'école. Karina promit de rentrer à la maison le lendemain matin à 7 heures pour être prête à temps pour l'école. Cette nuit remplit Nadja d'un sentiment inexplicable d'inquiétude et de sensation d'éternité. L'absence de sa fille à la maison était inhabituelle pour elle et un pressentiment tourmentant ne la laissait pas dormir. Seulement à l'aube, Nadja réussit à s'endormir brièvement, mais le réveil sonna bientôt et il était temps de se préparer pour le travail. D'abord, elle alla dans la chambre de Karina pour vérifier comment s'était passée sa nuit et si elle avait préparé tout pour l'école. Mais la fille n'était pas là. Comme Karina tenait toujours ses promesses, Nadja se rendit immédiatement compte de préoccupations sur de possibles malheurs. Son mari, qui rentrait du service de nuit, se joignit immédiatement à Nadja et ensemble, ils commencèrent à appeler des amis et connaissances de leur fille. Ils contactèrent rapidement une amie chez qui Karina devait avoir passé la nuit, mais celle-ci informa que la fille était rentrée chez elle immédiatement après avoir fait ses devoirs. Sans obtenir d'informations concrètes sur l'endroit où se trouvait Karina, les parents allèrent immédiatement à la police. La police, cependant, haussa simplement les épaules et répondit avec indifférence « Vous pensez que votre fille est la première qui ne rentre pas à la maison ? Attendez simplement. » Les parents de Karina ne pouvaient qu'attendre, mais elle ne rentra pas à la maison. Quelques jours après avoir informé la police, une recherche active commença. Des prospectus avec sa photo furent distribués dans toute la ville. Des parents et amis parlèrent d'elle à tous ceux qui pourraient aider et des équipes de secours cherchèrent dans chaque coin dans l'espoir de la trouver vivante. 2 semaines plus tard fut trouvé sur un terrain vague dans le district de Moscou de Saint-Pétersbourg un paquet avec un contenu terrible dont je ne peux pas parler sur YouTube, mais vous pouvez probablement imaginer. Quelques jours plus tard fut faite une autre découverte terrible dans une autre décharge de la ville, soigneusement emballée dans du cellophane. Un examen médical confirma qu'il s'agissait des restes d'une jeune fille qui était la disparue Karina. Pendant plusieurs semaines, sa famille, ses amis, les policiers et de nombreux citoyens préoccupés la cherchèrent en vain. Plus tard, les parents de Karina racontèrent que le médecin légiste qui détermina la cause de la mort leur dit que dans ses années de profession, il avait vu beaucoup, mais un tel effroi comme cette fois, il n'avait jamais expérimenté. L'enquête révéla que les actions furent réalisées avec une connaissance de l'anatomie, ce qui indiquait que l'auteur avait possiblement des compétences professionnelles dans le maniement de la viande. Malheureusement, je ne peux pas décrire des scènes cruelles sur YouTube à cause des restrictions. Mais croyez-moi, c'était très mauvais. L'intérêt des enquêteurs fut particulièrement éveillé par l'absence de certaines parties dans le paquet trouvé. Les questions principales tournaient autour de l'endroit où ces parties auraient pu disparaître et quels auraient pu être les motifs de leur suppression. Il y avait beaucoup de spéculations sur pourquoi cela aurait pu arriver, mais personne ne pouvait soupçonner quelle vérité ils découvriraient finalement. Dans la tentative de trouver de nouvelles pistes, les enquêteurs commencèrent à nouveau à interroger des amis et connaissances de la fille. Et soudain, une amie, avec qui elle était supposée avoir passé cette nuit, changea son témoignage original. Elle confessa qu'après avoir fait ses devoirs à la veille de l'épiphanie, elle n'était pas rentrée à la maison, comme on l'assumait précédemment, mais était allée avec elle à un rendez-vous. Pendant que Karina était chez son amie, son téléphone portable recevait incessamment des appels de quelqu'un qui semblait être ivre. Il fut bientôt découvert que c'était Maxime qui l'invitait à une fête à la maison. Malgré la réticence de son ami à y aller à cause de différentes opinions avec le groupe, Karina, considérant l'affection que les Glawatsky lui démontraient, décida de se joindre à l'événement pour soutenir son ami. Une participante de la fête raconta après qu'après le consentement de Karina, Maxime annonça joyeusement « La viande arrivera bientôt », sans percevoir la gravité de ses paroles à ce moment. En arrivant à l'appartement, où la fête était déjà en plein développement, les filles se joignirent aussi au banquet.
Même pas une heure ne passa quand Maxime suggéra à Karina qu'il se retire dans la salle de bain pour une conversation plus personnelle. Le choix déplut beaucoup à son amie et Maxime lui sembla très étrange. Elle tenta de convaincre Karina de rentrer à la maison, mais celle-ci ne prêta pas attention à ses avertissements et suivit Maxime. Restant seule, l'amie décida de quitter la fête. Pendant l'interrogatoire par les enquêteurs, elle eut plus tard des difficultés à expliquer pourquoi elle n'avait pas partagé cette information auparavant. Cette nuit, quand Karina était occupée, une de ses amies qui était aussi là répondit à un appel de Maxime. L'amie promit que Karina rappellerait plus tard, mais Maxime menaça, disant qu'il la trouverait et réglerait ses comptes avec elle. Probablement cette amie eut peur de parler à la police à cause des menaces des amis ivres de Maxime, par peur des conséquences possibles. Quand l'amie révéla de nouvelles informations, les enquêteurs obtinrent un extrait des appels du téléphone de Karina qui confirma qu'elle avait parlé pour la dernière fois avec Maxime Glawatsky dans la nuit tardive du 19 janvier. Après cet appel, personne d'autre ne réussit à la contacter et peu après, son téléphone portable fut éteint. Le groupe d'enquête se dirigea vers l'appartement où Karina fut vue vivante pour la dernière fois. Là, ils furent reçus par Ekaterina Sinovjewa, la propriétaire de l'appartement, dans lequel Maxime avait loué une chambre. Maxime n'était pas présent à ce moment, car il était retourné dans sa terre natale quelques jours auparavant. Ekaterina confirma les témoignages de l'ami de Karina. Après l'appel de Maxime et son annonce que la viande arriverait bientôt, les filles restèrent ensemble encore un moment. Puis Maxime et Karina allèrent dans la salle de bain, et après que l'ami fut parti, Maxime dit aux autres qu'il était temps de se séparer, car lui et Karina voulaient rester seuls. Après la fête, il ne resta que la propriétaire de l'appartement et le meilleur ami de Maxime, Jura. Pourquoi Jura resta? La fille ne pouvait pas l'expliquer. Ekaterina, qui aspirait au sommeil avant de devoir aller travailler, alla au lit. Elle se souvenait de bruits étranges et du son de l'eau de la salle de bain au milieu de la nuit. Quand elle tenta de vérifier ce qui se passait, Jura l'arrêta et la convainquit que les amoureux se consacraient simplement à leurs affaires. Sans soupçonner, Katja retourna à son lit. Une recherche ultérieure dans l'appartement révéla des détails choquants. Sous la baignoire furent trouvées des taches rouges, et dans le congélateur, il y avait de la viande enveloppée dans des sacs de cellophane, similaires à ce qui avait été trouvé précédemment. Quand Ekaterina vit le contenu du réfrigérateur, elle se sentit mal. Elle raconta que le jour 20, en rentrant du travail, Maxime et Jura lui offrirent de la viande avec des pommes de terre et des oignons. Quand on lui demanda l'origine de la viande, les garçons se regardèrent simplement et alléguèrent qu'ils l'avaient achetée le matin, cuisiné une partie et gardé le reste dans le congélateur. À ce moment, Ekaterina ne douta pas de leurs paroles. Son histoire fit que même des enquêteurs expérimentés se sentirent mal à l'aise. Ekaterina se souvint aussi que Maxime parlait à plusieurs reprises de ses plans terribles pour Karina. J'espère que vous comprenez lesquels, car je ne peux pas l'exprimer directement à cause des restrictions YouTube. Mais à ces moments-là, comme d'autres qui entendirent ces menaces, elle les considéra comme une plaisanterie et ne leur donna pas d'importance, comme elle se trompait. Quelques jours après la perpétration du crime dans la ville de Sosnovyï Bor, le jeune homme de 19 ans, Maxime Glawatsky, suspect du crime, fut arrêté par la police. Son compagnon, le jeune homme de 20 ans, Djouri Molchanov, fut capturé un peu plus tard à Kronstadt. Quand ils réalisèrent que les enquêteurs étaient sur leur piste, les garçons quittèrent leur maison et tentèrent de fuir, mais furent bientôt tenus responsables. Pendant les enquêtes, on découvrit que Glawatsky avait déjà attiré l'attention des autorités par des menaces à une parente et maltraitance d'animaux, mais ses affaires furent classées. Il fut aussi traité dans un hôpital psychiatrique pour un trouble mental. Il fut établi que Maxime avait de l'expérience comme boucher, ce qui expliquait son habileté dans le maniement du couteau. Contrairement à Glawatsky, Molchanov n'avait pas un passé sombre. Travaillant comme fleuriste, il était plutôt la figure subordonnée dans leur duo, plus un suiveur que Glawatsky. Quand les deux suspects furent arrêtés, ils commencèrent à changer leurs témoignages qui variaient constamment au fil du temps. Chacun essayait de se libérer de la culpabilité, alléguant qu'il avait seulement aidé un ami à effacer les traces
sans être directement impliqués dans le crime. Les enquêteurs, cependant, tendèrent de plus en plus vers la supposition que le crime fut soigneusement planifié et que les deux perpétrateurs y étaient impliqués. Leur plan prévoyait que Glawatsky éternue 3 fois dans la salle de bain pour donner à Molchanov le signal pour commencer. Il y avait des rumeurs que Glawatsky, cette nuit-là, avait l'intention de faire quelque chose de mal à Karina, dont je ne parlerai pas à cause des directives YouTube. Maxime, qui n'était pas habitué à faire face à la résistance, devint furieux quand Karina se défendit. Il la poussa dans la salle de bain et donna le signal à Juri. À ce moment, Jekaterina Sinovjeva entendit des bruits étranges de la salle de bain. Molchanov entra dans la pièce et tandis que Glawatsky tenait Karina, ils commirent leur crime. Après avoir commis le crime, les garçons insensibles et méthodiquement découpèrent, tout en morceaux, emballèrent la viande dans différents sacs et les distribuèrent dans toute la ville. Certains dans des poubelles, d'autres dans des endroits abandonnés. Ils espéraient que les animaux sauvages détruiraient les preuves avant que quelqu'un puisse les trouver. Après avoir accompli leur acte sombre, les criminels revinrent, nettoyèrent la baignoire des traces et allèrent dormir comme si rien ne s'était passé. Le matin, poussés par la faim, ils sortirent un morceau de viande du congélateur, l'assaisonnèrent abondamment avec des épices pour masquer toute odeur suspecte et la préparèrent avec des pommes de terre et des oignons. Le même plat, ils l'offrirent ensuite à une amie. Quand on demanda les motifs de leurs actions, Maxime Glawatsky expliqua qu'ils avaient simplement faim et qu'il n'y avait rien à manger à la maison. De plus, selon ses mots, ils avaient toujours eu de la curiosité sur le goût de telle viande. Les objets personnels de la fille, ils décidèrent de ne pas les jeter. Certains, ils les utilisèrent eux-mêmes, le reste, ils les vendirent à des connaissances. Dans le procès judiciaire en mai 2010, Juri Mamonov et Maxime Glawatsky furent condamnés comme accusés. Tous deux furent considérés coupables du crime et condamnés à 18 et 19 ans de prison, respectivement. Le tribunal décida aussi qu'il devait payer aux parents de la fille 1 million de roubles pour douleur morale et 21 000 roubles comme compensation pour dommages matériels. Les parents de la victime furent insatisfaits de la sentence et pensèrent que les perpétrateurs méritaient la prison à vie. Au lieu de montrer un repentir sincère et d'essayer de réparer leur culpabilité envers la famille de la fille, Maxime Glawatsky continua son mépris pour leur souffrance, décrivant en détail comment ils préparaient Kopeko à la viande et la mangeaient avec appétit quand ils avaient faim. Mais les épreuves pour la famille de Karina ne s'arrêtèrent pas là. Après la sentence, Glawatsky commença à présenter des recours et des procès contre la mère de Karina, avec l'accusation qu'elle avait discrédité son honneur et sa dignité. Aucun de ces procès il ne réussit à gagner, malgré la découverte du crime et la punition des coupables. Le destin de Karina resta longtemps présent dans les médias, accompagné par des titres sensationnels. Ses parents, cependant, rejetèrent catégoriquement toute spéculation sur son appartenance à des groupes informels, soulignant qu'elle ne faisait qu'admirer son idole. Dans les forums internet, on spécula que le crime pourrait avoir un caractère rituel, considérant la possible connexion de Glawatsky avec la sous-culture gothique et la date du crime à l'épiphanie, ce qui à beaucoup ne sembla pas une coïncidence. L'enquête officielle, cependant, expliqua cela comme une coïncidence. Juri Molchanov, qui purgeait sa peine dans une colonie pénitentiaire de régime strict dans la région d'Arkhangelsk, fut rapidement oublié par les amis qui l'avaient soutenu pendant le procès. Après plus de 9 ans derrière les barreaux, il tenta sans succès d'obtenir un transfert vers une colonie avec des conditions plus douces et ensuite une révision de la sentence avec l'espoir de conversion de la peine en travaux forcés dans l'espoir d'une libération conditionnelle anticipée. Mais considérant la gravité des crimes commis, ces demandes furent rejetées. En prison, la vie de Maxime Glawatsky prit une tournure spéciale. Il fonda un groupe de rock qui faisait des reprises de hits connus lors de célébrations. Des vidéos de ses performances sur les réseaux sociaux montraient que l'administration de la prison soutenait son hobby et les fans de l'ancien groupe Chéri continuaient à se souvenir de lui, envoyant des lettres et des colis comme soutien. En prison, Maxime se maria aussi avec Diana, une fille qui était déjà sa fan avant son emprisonnement et le soutenait activement.
dans la nuit du 24 au 25 mars, Maxime quitta la vie, laissant une lettre d'adieu sur la Renaissance. Mais amis et parents refusèrent de croire qu'il était parti volontairement, car il rêvait d'une libération prochaine. En mémoire de Glawatsky, Tatjana Bachenowa dirigea en 2018 le documentaire « L'affaire Chéri », qui éveilla des doutes sur la version officielle des événements. Dans les 2 années suivantes, eut lieu à Moscou le Chéri Fest, qui attira des fans de la sous-culture gothique et de jeunes musiciens de rock. Maxime Glawatsky et son complice Djuri Mamonov causèrent des dommages incommensurables à de nombreux destins, y compris la famille de Karina. Sa mère ne réussit pas à surmonter la perte pendant longtemps et passa 3 mois en traitement de névrose, ce qui cependant ne lui apporta pas de soulagement essentiel. Bien que le tribunal ait prononcé une sentence, beaucoup la considérèrent trop clémente. Mais il existe la croyance en la présence d'un jugement divin dans lequel chaque criminel reçoit ce qu'il mérite.